Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'Académie InVivox. Nous sommes aujourd'hui avec le docteur Franck Bodino, docteur, c'est sûr, mais aussi entrepreneur, fondateur de la société H4D, spécialisée dans la téléconsultation. Et ça tombe bien puisque aujourd'hui nous sommes là pour parler de téléconsultation et notamment de l'avenir de la téléconsultation. On va se donner 2 à 3 minutes comme d'habitude pour permettre aux derniers retardataires de rentrer sur l'InVivox Academy. Donc, je suis Julien Delpech, je suis le fondateur d'InVivox. Nous sommes une société spécialisée dans le partage de connaissances entre professionnels de santé pour ceux qui ne nous connaissent pas. Alors aujourd'hui, on accueille Franck Bodino, mais la semaine prochaine, pour la dernière académie de la saison, nous accueillons avec beaucoup de plaisir Alice de Maximi, et on va parler no-code. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le no-code, c'est pour tous ceux qui sont réfractaires ou qui n'ont pas forcément les moyens de se payer des équipes techniques. Il existe aujourd'hui des moyens assez extraordinaires de pouvoir, grâce à des outils qui n'impliquent pas de savoir coder, de savoir programmer, de faire des choses très intéressantes. Et Alice nous en parlera la semaine prochaine. Aujourd'hui, nous sommes avec le docteur Franck Bodino. Franck a une histoire assez extraordinaire et j'imagine qu'il va vous en parler, mais on se connaît depuis longtemps avec Franck. Et à l'époque où Franck était médecin, il était médecin dans un petit village des Alpes. Et c'est de là qu'est née, je crois, l'histoire de H4D et de la manière justement de pouvoir mieux faciliter les discussions avec les patients. Mais Franck va nous en parler. Euh, à l'issue du topo, comme d'habitude, vous pourrez poser des questions au docteur Bodino. C'est très simple. Vous cliquez sur l'icône questions et réponses et je viendrai piocher vos questions que je poserai directement à Franck vers midi 20, midi 25, puisque comme d'habitude, sur l'Académie InVivox, les topos durent en environ une vingtaine de minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Je cède le micro avec beaucoup de plaisir au docteur Franck Bodino et je cesse le partage de mes diapositives. Franck, c'est à toi. Bonjour tout le monde, bonjour Julien, merci pour cette invitation. Écoute, c'est un vaste sujet que tu me proposes de traiter aujourd'hui. Quel avenir pour la téléconsultation? Je vais même un petit peu l'élargir à la télémédecine. C'est vrai que tu parlais de mon expérience dans un petit village des Alpes du Sud, mais qui suivait une expérience d'une douzaine d'années à l'étranger en tant que médecin et chercheur, où j'ai eu l'occasion de travailler en Afrique, en Inde, au Vietnam, en Australie, au Canada, et où j'ai pu, dans ces différents pays, me rendre compte de la problématique de l'accès aux soins. Que ce soit en Afrique ou en Inde, où parfois les patients n'avaient même pas de quoi se payer un ticket de bus, où tout le village vraiment se cotiser pour que les patients ou pour que les villageois, tout simplement, puissent avoir accès à un médecin. En Inde, c'était la même expérience. Au Vietnam, j'étais dans des camions de santé où on passait de village en village. Et en Australie, je faisais partie des groupes de flying doctors où on passait parfois 3 quarts d'heure dans des petits avions pour aller soigner des gens dans des ranchs. Mais ma première expérience en télémédecine, c'était vraiment en Inde, où pour la première fois, j'ai pu voir une interprétation d'électrocardiogramme à distance entre Pondichéry et Delhi. Et là, ça commençait à tourner dans ma tête et à me dire, il y a vraiment, à l'époque, ça s'appelait les nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'était dans les années 2002-2003, où je travaillais en même temps à l'ONU sur l'organisation des systèmes de santé. Je me suis dit, il commençait à y avoir Internet un peu diffusé partout, qu'il était peut-être temps de trouver de nouveaux moyens pour pouvoir faire accéder les gens à la santé et dans de bonnes conditions. Donc, c'est vraiment à partir de là que j'ai commencé à réfléchir à comment, finalement, en tant que praticien, pour la première fois, ce n'était pas moi qui allais gonfler le brassard de mon patient en présentiel, mais comment est-ce que je pouvais assurer une consultation médicale à distance, tout en respectant le colloque singulier, la qualité des échanges et potentiellement la responsabilité de faire un bon diagnostic. Et du côté patient, puisque j'ai l'habitude de dire que la télémédecine, ça se passe des deux côtés du stéthoscope, côté médecin et côté patient, et bien que ce soit facile d'accès
pour un patient qu'il se retrouve dans des conditions peu ou prou similaires à ce qu'il avait l'habitude d'avoir. Et surtout qu'il y ait ce sentiment de confiance dans ce nouvel usage. Donc rien que le titre « Quel avenir pour la télémédecine », c'est déjà presque un succès, puisque il y a une quinzaine d'années, donc comme je disais, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce domaine, bien très peu de médecins en parlaient, très peu de patients, voire aucun, n'étaient au courant de cette discipline, qui pourtant, un petit mot d'histoire, remonte parfois, enfin on fait remonter parfois la télémédecine à la ENAC, c'est-à-dire c'est la première fois où on a mis de la distance entre un patient ou un médecin. Il faut savoir qu'avant, les médecins bien collaient l'oreille sur le torse de leur patient pour écouter le poumon, leur poumon, le cœur. Et bien là, la ENEC a eu l'idée, en inventant le stéthoscope, de mettre un petit peu de distance. Donc ça ne date pas d'hier, la télémédecine, mais évidemment, là, ça a pris une dimension tout autre. Évidemment, il y a eu un point de bascule, ça a été cette épidémie de Covid que l'on vit encore actuellement et qui a permis en fait de faire connaître la télémédecine, la téléconsultation bien évidemment, mais la télémédecine dans son ensemble, et que les médecins se sont dit que finalement, bien, c'était un moyen intéressant de pouvoir faire une consultation, suivre ses patients, donner des conseils, faire de la télé-expertise aussi, c'est-à-dire entre deux médecins, un médecin généraliste par exemple, un médecin spécialiste, pouvoir enrichir la pratique médicale avec cette nouvelle discipline. Alors, un point très important, et je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux. La télémédecine, c'est quoi? La télémédecine, c'est de la médecine. La téléconsultation, c'est une consultation. Et en France particulièrement, il me semble important de revenir sur les mots, pas juste pour se faire plaisir, mais pour savoir de quoi on parle. Deux choses. On a, à mon avis, un petit peu galvaudé le terme téléconsultation, notamment, puisqu'il y a eu tout un tas d'usages et on est passé d'une toute petite dizaine de sociétés à plus de 250 sociétés qui se revendiquent faire de la télémédecine en France en l'espace de quelques mois. Et la téléconsultation, eh bien, et ça a été accepté par les pouvoirs publics en France, pouvait se pratiquer, et peut encore se pratiquer par visioconférence. Or, la consultation, ce n'est pas du conseil. La consultation, c'est une méthode aussi de prise en charge d'un patient qui comprend différentes étapes. J'ai l'habitude de citer cet exemple lorsque, je pense que tout le monde est allé un jour chez son médecin généraliste ou spécialiste. Généralement, lorsque votre médecin vous fait une consultation, eh bien, il ne vous laisse pas dans sa salle d'attente, il ne vous parle pas à travers la porte, ce qui pourrait pourtant s'apparenter à une consultation par téléphone. Il ne vous met pas derrière une vitre pour faire une consultation, et ce qui pourrait s'apparenter à une visioconférence. En fait, il vous fait entrer dans son cabinet. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que s'il vous laissez dans sa salle d'attente, eh bien évidemment, il pourrait vous faire un interrogatoire, ce qui est la première étape de la consultation. S'il vous laissez derrière une vitre, il pourrait en partie, évidemment, vous voir et commencer à voir certains signes, mais il ne le fait pas. Il vous fait entrer dans son cabinet parce qu'il a besoin de faire ce que l'on appelle l'examen clinique. Et ça, c'est la partie quand même très importante, voire structurante d'une consultation médicale. Donc une téléconsultation, c'est une consultation, et dans toute sa dimension. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce qu'on s'est rendu compte que si on parlait de téléconsultation juste via une visioconférence, eh bien cela pouvait être déceptif aussi bien pour le patient qui reçoit généralement plus un conseil qu'une véritable consultation, mais aussi pour le médecin qui se dit finalement je ne vais pas pouvoir réaliser ma consultation et donc poser un diagnostic. Donc, première étape de la consultation, un interrogatoire médical, là où le médecin vous demande pourquoi est-ce que vous êtes ici, quels sont vos antécédents personnels, familiaux, est-ce que vous fumez, est-ce que vous buvez, etc. etc. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Généralement, il vous prend votre tension artérielle, il vous écoute votre cœur, vos poumons, et ensuite, il vous fait une palpation abdominale, de l'épaule, enfin, etc. Et tout ça, ça lui permet en fait d'orienter son diagnostic, d'orienter son hypothèse diagnostique jusqu'à le diagnostic et la prescription. Eh bien, la téléconsultation, ça doit reprendre les mêmes éléments
Et donc, forcément, c'est un petit peu plus compliqué que de faire simplement de la visioconférence, qui a une utilité, qui a un rôle, mais on ne peut pas appeler ça une véritable consultation médicale. C'est pour ça que moi, en tant que médecin, très rapidement, j'ai essayé de réfléchir à cet ensemble de choses. Bon, j'ai créé H4D, comme tu as dit, en 2008, en partant de ce principe et en inventant les premiers cabinets médicaux connectés. Mais il y a d'autres sociétés, bien évidemment, qui ont des dispositifs médicaux qui sont mis à disposition des praticiens et des patients pour pouvoir réaliser une véritable consultation médicale, c'est-à-dire pouvoir écouter le cœur et les poumons de son patient à distance pour regarder ses tympans, sa gorge, et même encore, alors qu'on a déployé plusieurs centaines de nos solutions en France et à l'étranger, il y a encore des gens qui ne savaient pas que l'on pouvait faire tout ça en télémédecine. Alors pourquoi est-ce que j'ai élargi à le titre de la téléconsultation à la télémédecine? C'est parce que bien, la consultation, ça a du sens, ça a des implications. On ne peut pas utiliser n'importe quel type d'instrument. Il y a une réglementation européenne sur les dispositifs médicaux, il y a une réglementation internationale qui s'applique en Amérique du Nord, enfin dans tous les pays, sur les dispositifs médicaux. Et par exemple, même pour prendre un poids, on ne peut pas acheter une balance à la FNAC et dire qu'on va l'utiliser pour faire de la téléconsultation. Non, c'est un matériel qui doit être certifié, validé généralement par des organismes étrangers. La loi a encore changé de ce point de vue-là le mois dernier, après 10 ans de travail au niveau de l'Union européenne, de la Commission européenne, et loi qui s'est encore renforcée dans les difficultés d'usage. Et même pour un examen de peau, il faut utiliser un dermatoscope, qui est un dispositif médical. Je vais vous donner ce petit exemple qui pour moi est très parlant. Aux États-Unis, qui a globalement 3 à 4 ans d'avance encore sur ce qui peut se pratiquer en Europe, il y a eu une explosion des actes en visioconférence et un médecin avait fait un diagnostic pour un enfant sur un examen de peau via un smartphone. Et il n'a pas fait le bon diagnostic. Bon, l'enfant s'en est sorti in extremis, mais il n'avait pas donné le bon traitement pour une rougeole. Et en gros, le petit est quand même parti à l'hôpital et a fait 2 mois de réa. Euh, et donc, le médecin a été condamné évidemment pour mauvais diagnostic, mais aussi pour mésusage de technologie. Et son assurance ne l'a pas couvert. Donc, évidemment, il y a eu le préjudice pour le patient, mais aussi pour le médecin. D'où l'importance de comprendre que lorsqu'on fait de la médecine, on ne fait pas du commerce généralement, on fait de la médecine. Et donc, c'est-à-dire que ça doit répondre à des règles, à des réglementations et à une juridiction bien particulière qui est déjà encadrée. Donc, se dire aujourd'hui qu'on parle de télémédecine, je trouve ça extraordinaire, puisqu'il y a 10 ans, personne n'en parlait. Il y a encore 3 ans, honnêtement, il fallait évangéliser un secteur. Et puis maintenant, ben, c'est le grand boom de la télémédecine. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut oublier qu'on fait de la médecine et qu'il faut faire tout et n'importe quoi. La visioconférence a évidemment une utilité très forte pour le suivi de pathologie, pour du conseil, pour rassurer. Mais il ne faut pas tromper le patient. J'ai l'habitude de dire, tout le monde connaît l'individu qui peut être considéré comme un acteur économique censé dans des environnements économiques. Moi, j'ai l'habitude de dire que le patient eh bien, est un usager sanitaire qui est censé dans sa demande. C'est-à-dire qu'il va utiliser certains dispositifs en sachant ou en se disant que potentiellement, ça pourra répondre à son besoin. Par contre, en santé, généralement, on se trompe sur soi-même assez souvent. Et donc, il faut être très clair sur ce que l'on va proposer aux patients, notamment en termes de télémédecine, afin de ne pas se trouver dans l'extrême cas que j'ai cité, c'est-à-dire la non-possibilité pour un médecin de rendre le service pour lequel il a été appelé et mandaté. Du coup, je reviens sur mon propos. La télémédecine, c'est quoi? C'est de la médecine. Il y a des règles à respecter et c'est consubstantiel de quel est l'avenir pour la télémédecine. Donc, comme je disais, il y a déjà un présent, ce qui n'était pas gagné. Et donc, à partir de maintenant, on peut se poser la question, il va y avoir un avenir pour la télémédecine. Mais pour moi, la télémédecine, c'est un moyen pour le médecin de pouvoir rendre service à un patient, mais ce n'est pas le moyen ultime, c'est un moyen qui doit être intégré dans l'existant actuel. On n'a pas attendu la télémédecine pour soigner des patients, les patients n'ont pas attendu la télémédecine pour être soignés et recourir à des professionnels de santé, quels qu'ils soient. Par contre, on voit bien que aujourd'hui, il y a une manière différente même de la part des patients de concevoir l'accès aux soins. Je parle bien d'accès aux soins, où on n'a plus envie d'attendre 3 à 4 jours pour voir son médecin, ou parfois il n'y a plus de médecin.
dans ces zones sous-médicalisées, même si je reste très prudent avec le terme de déserts médicaux, je préfère le terme de sous-médicalisation. Parce que lorsque vous bossez en Inde ou au Canada ou en Australie, où vraiment pendant 300-400 km, vous n'avez vraiment pas un médecin, en France, c'est quand même rarissime. Même dans le petit village des Alpes du Sud que tu citais, c'est vrai que j'étais le seul médecin pour Trois-Vallées, où là j'ai touché du doigt vraiment cette problématique de l'isolement sanitaire, mais il y avait toujours quand même un hôpital à 40 km de là où j'exerçais. Donc il faut concevoir la télémédecine comme un moyen de compléter une offre de soins pour le patient et pour le médecin, pour que le patient puisse accéder facilement, mais dans des conditions sécurisées, à un médecin, quelle que soit la pratique, en surveillance médicale, consultation avec un médecin spécialiste ou généraliste, suivi de pathologies chroniques ou suivi tout simplement après la mise en place d'un traitement sur une pathologie aiguë. Et à ce moment-là, ça peut devenir un vecteur fabuleux, vraiment d'offres de soins sur un territoire. Pourquoi? Puisque avec les objets de télémédecine que l'on peut proposer, que l'on peut trouver aujourd'hui, qui doivent être validés, aujourd'hui, je dois vous avouer qu'on trouve aussi un peu tout et n'importe quoi sur le marché, eh bien, le patient va pouvoir, dans des temps records, parfois, accéder à un professionnel de santé. L'idée, autant que faire se peut, c'est d'aller soigner le patient là où il habite, là où il se trouve, là où il travaille, mais c'est aussi un moyen de permettre au patient d'accéder à un premier diagnostic qui parfois va le permettre d'être réorienté vers des structures plus lourdes comme l'hôpital. Et ça, c'est un point essentiel. On parle beaucoup de télémédecine aujourd'hui dans le cadre de la médecine générale. Les premières réussites en télémédecine, c'était généralement du télé-AVC, c'est-à-dire une prise en charge neurologique à distance, où j'avais vécu ça notamment en avant-première dans les hôpitaux en PACA, où on avait équipé de différents systèmes des hôpitaux périphériques qui n'avaient pas les compétences à l'intérieur médical, notamment en neurochirurgie et prise en charge des accidents vasculaires cérébraux complexes. Et on avait fait le lien avec le CHU, notamment de la Timone, où très rapidement, un patient qui arrivait dans un hôpital périphérique était pris en charge, on lui faisait un scanner cérébral, le scanner était immédiatement interprété par les neurochirurgiens ou neurologues qui étaient de garde au CHU, et ce qui permettait bien de gagner un temps considérable, de mettre en place une thérapie immédiatement sans avoir à attendre l'évacuation du patient vers ses centres de référence hospitaliers. Donc, il faut bien comprendre que la télémédecine, c'est à ça que ça peut servir. Un gain de temps, donc un gain de prise en charge extraordinaire, et là, ça prend tout son potentiel. Autre chose, il ne faut pas confondre la télémédecine avec des objets. L'outil n'est qu'un média entre le patient et le médecin, ou entre deux médecins, ou du moins entre quelqu'un qui a besoin d'avoir un avis et quelqu'un qui peut donner cet avis médical. Il faut évidemment que la diffusion de l'information se fasse dans d'excellentes conditions, d'où tout cet ensemble de réglementations. Et à partir de là, quand c'est intégré dans un écosystème, eh bien, ça rajoute énormément d'outils au corps, d'outils aux arcs du professionnel. Il manquait jusqu'à présent le nerf de la guerre, c'est-à-dire le paiement des actes. Donc, il y avait différents modèles économiques qui étaient en train d'être mis en place avec des assureurs qui avaient compris tout l'intérêt de la télémédecine bien avant les pouvoirs publics, et donc qui étaient déjà prêts à rembourser des actes de prise en charge au premier euro. En France, il y a eu un décret d'application en 2010 qui a reconnu la télémédecine comme un acte médical à part, mais il manquait quand même le sacro-saint paiement de l'acte, ce qui fait que, eh bien, il était très difficile de se développer en France et d'avoir des systèmes pérennes pour la télémédecine, ce qui fait que nous, par exemple, on a commencé à se développer en Italie, au Portugal, en Estonie, voire aux États-Unis. Et en 2018, eh bien, est entrée dans la loi la prise en charge des actes de télémédecine, évidemment avec tout un tas de conditions, hein, on ne pouvait pas faire les choses de manière simple, mais en attendant, ça a été un pas en avant extraordinaire. Et pendant la crise de Covid, eh bien, il y a eu une libération complète des conditions d'exercice de la télémédecine qui viennent encore d'être prorogées. C'est-à-dire que eh bien, l'assurance maladie prend en charge au premier euro, donc il n'y a même plus le tiers payant à charge, prend en charge intégralement les actes de télémédecine,
y compris juste par visioconférence, y compris par téléphone jusqu'à récemment. Mais on voit bien qu'on ne peut pas faire la même chose par téléphone que ce qu'on peut faire par visio, que ce qu'on peut faire avec des systèmes un petit peu plus complets et complexes. Et là, je viens sur le dernier point qui me paraît fondamental. Donc, on a vu que pour que la télémédecine puisse se déployer, il fallait une technologie appropriée, potentiellement avec des capteurs qui permettent à un médecin d'affiner son diagnostic à distance. Il faut que ce soit intégré dans un écosystème pour que ça prenne sa pleine dimension et que ce soit le plus efficace possible pour le patient à qui il faut faire prendre zéro risque, mais aussi pour le médecin. Eh bien, il manque une troisième partie qui, pour moi, est complètement l'avenir, cette fois, de la télémédecine, pour qu'elle puisse s'épanouir complètement. Eh bien, c'est la formation des médecins. En fait, lorsque j'ai créé H4D, de manière consubstantielle, on a inventé une nouvelle discipline qu'on a appelée la télésémiologie. Et pendant 9 ans, chez H4D notamment, on a analysé tous les protocoles, enfin des 270 pathologies les plus fréquemment rencontrées en médecine générale, les protocoles et les prises en charge nord-américaines et françaises. Et on en a tiré tout ce qui pouvait être rappelé aux médecins en termes de bonnes pratiques médicales. On a essayé de formaliser tout ça et de le scorer. On est allé voir pas mal de CHU et bon, on n'a eu quasiment aucun succès pendant 7 ans, jusqu'à ce que le CHU d'Angers, qui est vraiment à la pointe, nous dise écoutez, go, on vous fait confiance. C'était déjà il y a 2 ans et demi, donc c'était avant l'épidémie de Covid, etc., et avant cette évangélisation de la télémédecine. Et donc là, on travaille pour montrer toute l'utilité de la formation des médecins à cette nouvelle pratique, c'est-à-dire qu'il y a un savoir-être. Déjà, on ne se comporte pas de la même manière lorsqu'on a un patient à distance que lorsqu'on l'a en cabinet. Et il y a un véritable savoir-faire qui n'est pas uniquement l'usage des instruments ou le guidage des patients à distance, mais comment est-ce qu'on va examiner une épaule à distance, comment est-ce qu'on va examiner un ventre à distance, etc., etc. Comment on va pouvoir scorer ça et comment est-ce qu'on va pouvoir, du coup, prendre en charge un patient, je ne dirais pas de la même manière qu'en cabinet, mais du moins en s'en rapprochant le plus possible. Peut-être quelques chiffres intéressants. Un médecin qui n'avait pas été formé, à qui on a présenté différents cas cliniques, ça c'est une étude qui sera publiée cette année ou l'année prochaine, à qui on a présenté différents cas cliniques de douleur abdominale. À la fin de sa prise en charge, on lui a posé la question, est-ce que vous vous êtes senti à l'aise? Le médecin, oui, je me suis senti très à l'aise, je pense que j'ai fait le bon diagnostic, etc. Et puis on s'est rendu compte que le diagnostic n'était pas le bon. On l'a formé. Et en fait, on lui a réappris des choses qu'il avait déjà apprises, c'est-à-dire comment est-ce qu'on diagnostique, par exemple, une colique néphrétique. Et on s'est rendu compte qu'on est passé de 50% de réussite diagnostique à quasiment 100%. Donc, on voit bien l'intérêt de cette pratique. Et pour moi, si la télémédecine veut être pérennisée, c'est-à-dire prendre toute sa place à l'avenir dans les systèmes de santé, que ce soit en France ou à l'étranger, on ne pourra pas faire fi de la formation des médecins, qui, à mon avis, va devenir le nerf de la guerre, pour ancrer cette pratique dans le quotidien des patients, mais aussi dans le quotidien des médecins. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur la télémédecine de manière générale. Peut-être pour finir mon propos avant de prendre les questions, quelques exemples très concrets. Nous, aujourd'hui, on équipe des petits villages pour répondre à cette problématique de la sous-médicalisation. Et c'est peut-être contre-intuitif ce que je vais vous raconter là, mais on s'est rendu compte que c'était essentiellement des patients âgés à partir de 45-50 ans qui se rendaient dans nos cabines de télémédecine, de téléconsultation. Ça, c'était un premier point. Essentiellement aussi des femmes, et que généralement, le périmètre d'action lorsqu'on installait une cabine, bien, c'était 10 km autour de son installation. Donc, ça ne va pas concerner uniquement la ville ou le village où l'on va s'installer, mais ça va avoir un rayonnement tout autour. Autant vous dire qu'évidemment, lorsqu'on met en place ce type de projet, on va voir tous les médecins, tous les professionnels de santé qui composent l'écosystème sanitaire local. Si bien que maintenant, ce sont les médecins qui renvoient vers le dispositif parce qu'ils ont confiance, ils savent qu'à la fin de chaque téléconsultation, il y a un rapport qui leur sera adressé. Donc, ils restent les médecins référents pour leurs patients.
Ils ont aussi vu comment étaient pris en charge les patients, et donc c'était une prise en charge globale, hein. Parfois, on va jusqu'à faire un électrocardiogramme dans la cabine avec les ORL, faire des tests audiométriques avec les ophtalmos, etc., etc. Donc, c'est quand même une prise en charge qui va extrêmement loin et qui est, pour le coup, très clinique. On fait réellement de la télémédecine clinique, et ça, c'est fondamental. Et on s'intègre dans cet écosystème qui fait que, bien, par exemple, quand les médecins prennent des vacances, ça ce sont nos statistiques, eh bien, on se rend compte que là, il y a un usage beaucoup plus important, et donc on vient complètement, on prend part en fait à la prise en charge globale sur un territoire. Dernier point, la Covid, évidemment, a montré un surplus d'activité, mais surtout une évolution des types de pathologies que l'on peut rencontrer, hein. Je parle pour nous, je pense que je peux étendre ça aux autres sociétés de télémédecine, mais du moins nous, ce que l'on a constaté, c'est qu'on passait de pathologies plutôt bronchopulmonaires, etc., à des pathologies toujours bronchopulmonaires, mais plus les mêmes, des pathologies plus complexes, par exemple des prises en charge d'asthme, de bronchite aiguë, des pathologies cardiaques, hein, des arythmies. Bon, je ne vais pas entrer dans une terminologie médicale trop complexe, mais on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait une complexification des pathologies. Ça veut dire que les gens, ça fonctionne beaucoup du bouche à oreille. Alors ça dépend aussi des classes d'âge. Mais les gens savent qu'ils vont pouvoir être pris en charge pour des pathologies de plus en plus compliquées. C'est pour ça qu'en amont, on a mis en place tout un système d'inclusion, d'exclusion. Il ne s'agit pas de faire perdre du temps à un patient qui présenterait une urgence vitale. Il faut qu'il soit réorienté le plus vite vers des centres de soins. Tout ça pour dire que l'avenir de la télémédecine passera par la bonne compréhension des écosystèmes médicaux déjà présents. On ne pose pas une instrumentation, ce n'est pas juste des dispositifs, ce sont réellement des projets de santé qu'il faut mettre en place dans les territoires, avec des patients qui sont éclairés sur la qualité de ce qui va pouvoir leur être proposé, et des médecins qui sont formés à ce type de pratique. Et à ce moment-là, l'avenir bien sera très positif, comme il commence à l'être, il faudra qu'il continue à l'être, c'est-à-dire qu'on montrera vraiment la plus-value de cette discipline au sein d'un monde qui est quand même parfois un petit peu lent au changement, et qui là a pris parfaitement le virage de la nouveauté, de l'innovation, et qui va intégrer, à mon sens, de plus en plus ces pratiques dans son quotidien. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Merci infiniment, Franck. Merci de cet éclairage précis, hein, sur un sujet complexe, et d'avoir été capable, en une vingtaine de minutes, justement, de nous donner certaines clés. Franck, je te propose de piocher dans le chat certaines questions qui nous arrivent. Alors, on va commencer par une question qui est assez précise, hein, d'une personne qui est chef de projet de l'outil de téléconsultation dans une région française. Donc, je te lis la question, Franck. Je suis tout à fait d'accord sur votre argument sur le fait qu'il faut être très clair sur le contenu d'une téléconsultation, et qu'un échange vidéo simple ne peut être utile que pour un suivi ou un conseil. En ce sens, ne trouvez-vous pas assez dangereux que des plateformes privées laissent la main au patient de choisir lui-même s'il veut réserver en ligne ou s'il veut passer par une consultation ou une téléconsultation? Alors, c'est une excellente question. On est malgré tout dans un système où le patient est libre. Le patient est libre de choisir d'aller voir un médecin en présentiel. Il est libre de choisir de faire une téléconsultation. Donc, je pense qu'on ne peut pas le contraindre, et que la question, si elle est excellente, je la poserai plutôt de l'autre côté. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut laisser, suivant ce que le patient va pré-remplir, lui laisser la main sur le fait qu'il puisse faire une téléconsultation ou pas? Je vais vous donner un exemple très concret. Et attention, je n'ai aucune leçon à donner aux plateformes de télémédecine, hein. Chacun, je pense, fait le travail du mieux qu'il pense pouvoir le faire. Mais par exemple, nous, avant de prendre rendez-vous, on pose toute une série de questions, et on a travaillé ça avec des groupes de médecins urgentistes. Et suivant ce que le patient répond, il ne peut pas prendre rendez-vous. Par contre, il est immédiatement orienté vers un centre d'urgence. Et à mon avis, là, pour le coup, c'est toute la différence entre peut-être des sociétés qui émergent très rapidement en pensant qu'il y a un marché à prendre. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de ça, et moi j'y reviens, hein. La télémédecine, c'est de la médecine, il y a des règles à appliquer. Donc, ça fait 12 ans que l'on fait ça, on n'est pas les seuls, il y en a d'autres, et on se rend compte des limites
aussi. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut que le patient soit éclairé sur ce qui peut être fait ou pas fait. Et c'est fondamental. Et ça, je pense que bien, il faut que le patient soit averti avant de pouvoir prendre un rendez-vous en téléconsultation. Merci Franck. Une deuxième question au niveau du champ géographique de la téléconsultation ou télémédecine. Alors, deux questions dans l'une. Est-ce qu'il est possible pour un médecin français, via la téléconsultation, de faire une téléconsultation avec des médecins étrangers, alors peut-être européens, voire au-delà? Et réciproquement, est-ce qu'il est possible pour un patient français d'être pris en charge par un médecin qui serait situé hors de France? Par rapport à un patient ou un médecin? Parce que là, tu m'as posé deux questions. En fait, c'est dans les deux sens. D'accord, ok. Alors, il est tout à fait possible pour un médecin de demander un avis à un médecin étranger. D'accord, ça se fait assez régulièrement. On échange généralement entre praticiens, plus facilement avec le réseau que l'on a, mais on peut tout à fait, je crois que ça fait partie de ce que tu fais d'ailleurs et de ce que tu proposes, Julien, où on peut demander ou requérir une expertise particulière auprès d'un confrère qui se situe à l'étranger. Après, ça ne veut pas dire que l'acte va être rémunéré, d'accord, mais on peut tout à fait demander une expertise à un médecin étranger. Maintenant, lorsque c'est un patient français, la loi est très claire, il faut que le médecin soit en France, premièrement, et il faut qu'il soit inscrit à l'ordre des médecins. Par contre, ça peut être un médecin étranger qui exerce en France, qui est inscrit à l'ordre des médecins, et là, c'est le conseil de l'ordre qui vérifie qu'il a les bons diplômes et qu'il a le droit d'exercer, et à ce moment-là, oui, le médecin a le droit de faire une téléconsultation pour un patient français. Si maintenant la question, c'est est-ce qu'un patient français a le droit de faire une téléconsultation avec un médecin étranger? C'est son droit aussi, d'accord, mais il prend les risques qu'il veut prendre. Il n'y a pas de limitation, en fait, côté patient. Donc le patient aura le droit, il ne sera pas, enfin l'acte ne sera pas remboursé a priori. Même au niveau des assurances privées, il faut que je réfléchisse, mais il faut que ce soit intégré dans quelque chose qui soit pris en charge par l'assurance, parce qu'il y a des systèmes transnationaux ou internationaux de télémédecine qui se mettent en place, mais entièrement privés, mais dans le cadre de l'assurance maladie, il ne sera pas pris en charge. Et là, je trouve que c'est un peu touchy, et du moins, il faut être bien au fait de ce qui est proposé. Et si maintenant la question, c'est dire, est-ce qu'il y a des plateaux de télémédecine en France qui font appel à des médecins étrangers pour faire une téléconsultation en France? Ça, il n'y a pas le droit. Mais tout dépend ce que l'on entend par étranger. Si ce sont des médecins français qui travaillent dans les dom-toms, ils sont considérés comme étant dans le territoire français, et là, ils ont le droit de pratiquer s'ils sont inscrits régulièrement à l'ordre. En fait, nous aussi, on vérifie, sur tous les médecins qui travaillent avec nous, on vérifie s'ils ont le droit de pratiquer, les conditions d'exercice, puisqu'on va même leur demander des photos depuis chez eux, s'ils pratiquent depuis chez eux, pour être certain qu'il n'y ait pas une tierce personne, un enfant, le mari, la femme qui passe derrière. Non, on doit respecter la confidentialité des échanges. On vérifie que les données sont bien cryptées de bout en bout de la chaîne et qu'il est bien assuré pour la pratique de la télémédecine. Et ensuite, on va le former. Donc voilà, j'espère avoir répondu à tous les cas de figure potentiels. Merci Franck. Merci, effectivement, tous les cas de figure ont été abordés. Je te pose une question de Catherine. Les maisons de santé pluriprofessionnelles sont-elles de plus en plus nombreuses à intégrer la télémédecine afin de donner accès aux médecins spécialistes notamment? Alors, là, pareil, il y a deux questions en une. En effet, il y a de nombreuses maisons de santé pluriprofessionnelles ou pluridisciplinaires qui proposent de la télémédecine, généralement par visioconférence. Donc, c'est plutôt du conseil, du suivi qu'ils peuvent prodiguer. S'il y a des médecins spécialistes au sein, ce qui est l'objet normalement de ces MSP, eh bien, en effet, le médecin spécialiste va pouvoir réaliser une téléconsultation par visioconférence où nous-mêmes travaillons avec plusieurs centres de santé qui peuvent se connecter à la cabine et donc à ce moment-là, de pouvoir suivre leurs patients de manière beaucoup plus objective que de dire par visio, est-ce que vous allez bien ou est-ce que vous n'allez pas bien, est-ce que vous avez mal à la tête, vous prenez la température. Non, on va objectiver grâce aux instruments, pouvoir faire une prise de tension, une saturométrie, un électrocardiogramme, prise de température pour voir si le traitement qui a été mis en place est efficace. Donc oui, cela se fait, ce n'est pas encore vraiment répandu, mais ça commence à se faire.
Merci Franck. Peut-être une dernière question, hein, puisque l'idée de l'académie, c'est de démarrer à l'heure et de terminer à peu près à l'heure. Une question de Christophe. Tu as parlé, Franck, à un moment de la balance. Hein, donc la question de Christophe est la suivante. Que se passe-t-il quand le suivi est fait en demandant au patient de prendre lui-même son poids sur sa propre balance? Est-ce que c'est possible déjà? Oui, ouais, ouais, c'est tout à fait possible. À partir du moment où ce n'est pas le médecin qui interprète et que ce n'est pas à usage médical direct avec le médecin, c'est mieux que rien. Par contre, à partir du moment où c'est le médecin qui va utiliser les chiffres pour poser son diagnostic ou pour assurer son suivi, là, il est obligé, c'est la loi, hein, je ne vais pas chercher, il est obligé d'utiliser ce qu'on appelle des dispositifs médicaux validés. Et à ce moment-là, c'est le médecin qui prend sa responsabilité en tant que professionnel, ce qui n'est pas le patient, de poser un diagnostic et d'assurer son suivi. Donc, de manière usuelle, on demande à un patient de se suivre et on sait qu'il va remarquer s'il y a de grosses différences. Je vous donne un exemple très simple. Nous, les balances qu'on utilise dans nos consultations H4D, elles sont au gramme près. Alors, pourquoi est-ce qu'elles sont au gramme près? Ce n'est pas pour se faire plaisir, mais c'est que comme il y a des suivis, par exemple, de patients qui ont des œdèmes pulmonaires, en gros, c'est de l'eau dans les poumons. D'accord, je la fais très simple, hein, je ne vais pas rentrer dans de la physiopathologie. On est obligé de savoir si le traitement diurétique a bien marché, si le patient a perdu ses 50, 100 grammes. Vous voyez, et à ce moment-là, une balance qu'on utilise au quotidien n'a pas cette précision. Et surtout, nous, on est dans un modèle 0 ou 1, ça marche ou ça ne marche pas. C'est-à-dire que ça ne peut pas marcher à 90%. Et la réglementation et la rigidité réglementaire, bah, elle est nécessaire, puisque quand le médecin va poser son diagnostic, il faut qu'il soit sûr de l'information qui lui est envoyée. Donc oui, on peut demander à un patient de se suivre à domicile. Par contre, quand vous allez aller au cabinet médical, eh bien là, le médecin théoriquement ne peut pas prendre en compte stricto sensu la mesure. Et s'il vous fait une téléconsultation en utilisant cette mesure, il est vraiment borderline. C'est clair. Merci infiniment, Franck, d'avoir participé à cette avant-dernière académie de l'année. Hein, Merci. je vous rappelle à tous les autres que la semaine prochaine, on reçoit Alice de Maximi, qui est membre du Femmes de Santé, mais aussi fondatrice de Hkind. Et Alice vient nous parler du no-code en santé. Hein, l'art, justement, de ne pas de pouvoir monter des projets assez dingues sans passer par du code. Ce sera la semaine prochaine, jeudi prochain, à midi. Merci infiniment, Franck. Merci de toutes tes réponses, de tes précisions et de ton éclairage précis sur la téléconsultation / télémédecine. Merci. Bon appétit à toutes et à tous et à la semaine prochaine pour la dernière académie de la saison. Je mets fin à la session.